l'écologie industrielle est de Suren Erkman et Le Grand Paris après l'effondrement, c'est de Agnès Sinaï et Yves Cochet. Alors, je pense que vous l'aurez remarqué, il y a un thème derrière cette vidéo qui est l'écologie, tout simplement. Enfin, différentes visions de l'écologie. Il y en a un qui est quand même assez, on va dire, assez général et scientifique. Donc là, je parle du monde sans fin. Il y en a un qui est purement scientifique et vers une écologie industrielle. Enfin, purement scientifique, un peu théorique aussi. Et enfin, Le Grand Paris après l'effondrement, bon bah là, c'est clairement de l'urbanisme, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Et petit point info sur la chaîne, je suis en train de réfléchir à un logo. Parce que bon, le logo qu'il y a actuellement sur la chaîne, pour moi, ce n'est pas vraiment un logo. Enfin, il marche pas du tout. Donc je suis en train de réfléchir à un logo qui pourrait représenter un peu, bah déjà Clémentine Orange, mais aussi un peu le contenu qui commence à se développer dessus. Parce que disons que je teste des choses et je regarde après si ça me plaît de le monter, si ce que je fais dedans, si je trouve ça intéressant. Évidemment, vous pouvez dire votre retour également que je vais prendre en compte parce que cette chaîne est avant tout pour vous. Et ouais, dans lequel le contenu a pour but quand même de vous servir en premier. Après, il y a d'autres sous-contraintes, mais bon, ça reste des sous-contraintes pour vous. Enfin, ma contrainte primaire reste de vous servir et d'essayer de vous reposer voilà, un maximum. Et également de vous apprendre à prendre du temps, de prendre un moment bien à vous. Où en fait, j'essaie de faire un peu la vidéo la plus explorée artistiquement, on va dire. Enfin, pour l'instant, je l'avoue, il n'y a pas grand chose. Mais bon, voilà, pour l'instant, je teste encore ce que ça donne au niveau SMR puisque je suis vraiment débutant là-dessus. Mais bon, bref, j'ai parlé trop longtemps, comme d'habitude. Bref. Euh, je vais donc commencer par Le Grand Bar après l'effondrement. Je pense que ce sera chuchoté et du soft spoken. Enfin voilà, je vais modifier le titre en fonction, mais je vais essayer vraiment de faire les deux, contrairement à la dernière vidéo où il n'y a que la fin qui est en soft spoken. Donc bon, c'est dommage. Là, bah d'ailleurs, là, je vais commencer en soft spoken et voilà. Donc, Le Grand Paris après l'effondrement. Piste pour une Île-de-France biorégionale. Je tiens à prévenir, je vais lire uniquement les préfaces parce que voilà, enfin, ce serait trop long de lire l'entièreté du livre. Enfin, j'ai pas forcément tout le temps devant moi. Et puis pour vous aussi, ce sera peut-être un peu trop long. Et puis le but, c'est aussi de vous donner envie de lire ces livres qui sont quand même assez intéressants. Je vais faire un peu de tracing et de tapping avant quand même parce que les livres ont une couverture différente, donc je pense que ça fait des bruits différents. Le Grand Paris après l'effondrement. Agnès Sinaï, Yves Cochet, Benoît Thévard que j'avais oublié, Le Grand Paris après l'effondrement, Piste pour une Île-de-France biorégionale. Donc, sommaire, préface, les enjeux, l'Île-de-France après l'effondrement, une métropole sans pétrole, notre scénario, diminution de la population, gouvernance locale et biorégion résiliente, sobriété énergétique, territoire comestible, moins de transport, plus de mobilité, vers les biorégions,
Pourquoi imaginer 2050 sans voiture? L'automobile est au cœur d'un système d'externalités négatives, désormais bien documenté, qui non seulement pose des problèmes de santé publique, accidents, pollution, sédentarité, consomme et dégrade une part importante de l'espace, qu'il soit urbain ou rural, et qui plus est, nuit à l'environnement et participe au changement climatique. De plus en plus connu pour ses pics de pollution et ses embouteillages à répétition, caractérisés par sa densité humaine et bâtie, et de ce fait, pour sa dépendance à un système de production et de distribution lui-même de plus en plus mondialisé. L'Île-de-France offre un cas limite particulièrement intéressant pour penser une sortie du tout-voiture et plus généralement l'affranchissement de notre dépendance au pétrole. Or, si nous sommes de plus en plus nombreux à essayer de penser la nécessité d'une transition vers des modes de vie plus désirés et plus soutenables, force est de constater que la prise de conscience tarde à se concrétiser dans les politiques publiques, au risque qu'il soit trop tard. Et si un effondrement de notre système nous prenait de court, un futur désirable sera-t-il alors encore imaginable? Le forum Vie Mobile a proposé à l'Institut Momentum d'explorer un scénario francilien à l'horizon 2050, en rupture avec nos modes de vie actuels, répondant à trois grandes hypothèses. La prise de conscience a trop tardé et l'effondrement du système actuel a eu lieu. Les territoires ont dû trouver une nouvelle forme d'autonomie en termes d'approvisionnement énergétique, de production alimentaire et de mode de déplacement. Et une décroissance démographique d'envergure en a résulté. Inspiré par l'exemple concret de collectivités post-pétrole, telles que San Buenaventura en Californie, Bristol et Birmingham en Angleterre, Agnès Sinaï, Yves Cochet et Benoît Thévard adoptent une approche globale, systémique et holistique pour leur travail de scénarisation. Leur idée est de transformer et de réorganiser le territoire régional autour de milieux de vie locaux, les biorégions. Pour cela, ils se contentent pas d'utiliser la méthode du backcasting. Ils intègrent plusieurs ruptures fondamentales au cours des années à venir pour imaginer une Île-de-France où l'automobile aura disparu, ou presque, qui sera plus résiliente, ni trop spécialisée, ni trop redondante, de façon à tendre vers une organisation humaine viable, réellement durable, voire désirable. Christophe Quay et Sylvie Landriève, Forum Vie Mobile. Voilà. Donc c'était la préface d'un ouvrage de Agnès Sinaï, Yves Cochet, Benoît Thévard, et l'ouvrage est Le Grand Paris après l'effondrement. Je vais maintenant passer à un ouvrage de Søren Erkman, Vers une écologie industrielle. Alors je tiens à préciser que c'est une traduction française d'un livre dont la première édition est sortie en 98, donc ça date un peu, mais le contenu qu'il y a dessus est quand même assez contemporain finalement. Mais bon, bref, je vais maintenant chuchoter. Je pense que ça va être plus simple. Donc, vers une écologie industrielle.
date. Mais bon, cette phrase peut tellement être dire aujourd'hui, c'est dingue. Prologue, écologie industrielle. L'expression surprend, intrigue, retient immédiatement l'attention. Spontanément, écologie industrielle évoque une contradiction dans les termes, un oxymore comme obscure clarté ou glace brûlante. D'où nous vient cette réaction? De l'habitude, sans doute, que nous avons de considérer le système industriel comme séparé de la biosphère. D'un côté, les usines, les villes, de l'autre, la nature. Dans cette vision cloisonnée, il s'agit de minimiser les impacts du système industriel sur le dehors, sur ce qui l'entoure, sur l'environnement. Les environnementalistes et leurs précurseurs se sont depuis longtemps préoccupés des conséquences de l'activité industrielle, essentiellement en étudiant les effets des pollutions sur les écosystèmes. Mais le fonctionnement du système industriel en tant que tel restait extérieur au champ de l'analyse. L'écologie industrielle explore l'hypothèse inverse. Il est possible d'envisager le système industriel comme un cas particulier d'écosystème. Après tout, on peut décrire le système industriel comme une certaine configuration de flux et de stock de matière, d'énergie et d'information, tout comme les écosystèmes biologiques. De plus, le système industriel tout entier repose sur les ressources et les services fournis par la biosphère, dont il constitue en quelque sorte une excroissance. Il existe ainsi un large spectre d'écosystèmes industriels en interaction plus ou moins directe avec la biosphère, depuis certains écosystèmes agricoles presque naturels jusqu'aux écosystèmes les plus artificiels comme les vaisseaux spatiaux. La notion d'écologie industrielle n'est pas vraiment nouvelle. L'expression et le concept apparaissent de manière sporadique dans la littérature scientifique des années 60 et 70, sans donner lieu pour autant à des développements approfondis. L'expression a ressurgi au début des années 90, d'abord parmi certains ingénieurs de l'industrie proches de l'Académie nationale des ingénieurs aux États-Unis. Depuis, l'idée poursuit son chemin avec une remarquable vigueur. Il ne semble pas exagéré de dire que l'on assiste actuellement à la naissance d'un nouveau champ scientifique et technique à la confluence de l'ingénierie, de l'écologie et de la bioéconomie. Malgré sa jeunesse, l'écologie industrielle fait déjà preuve d'une maturité certaine, comme en témoigne le lancement au printemps 97 du Journal of Industrial Ecology, MIT Press, la première revue scientifique consacrée à cette nouvelle discipline en plein développement. Au cours des 3 dernières années, l'expression écologie industrielle a commencé à se répandre dans certains cercles académiques et milieux d'affaires. On peut même déceler un début d'effet de mode, bien que le concept ne semble pas toujours clairement compris. Pour éviter toute confusion, précisons d'emblée ce qu'il convient d'entendre par métabolisme industriel et écologie industrielle. Le métabolisme industriel est l'étude de l'ensemble des composants biophysiques du système industriel. Cette démarche, essentiellement analytique et descriptive, vise à comprendre la dynamique des flux et des stocks de matière et d'énergie liés aux activités humaines, depuis l'extraction et la production des ressources jusqu'à leur retour
s'agit de déterminer les transformations susceptibles de rendre le système industriel compatible avec un son fonctionnement normal des écosystèmes biologiques. L'étude du métabolisme industriel constitue donc un préalable indispensable à l'écologie industrielle. L'écologie industrielle fait appel en priorité à l'écologie scientifique, aux sciences naturelles et au sens de l'ingénieur. Elle s'intéresse à l'évolution du système industriel dans sa globalité et à long terme. Par conséquent, les problèmes d'environnement ne constituent qu'un aspect parmi d'autres de l'écologie industrielle. Contrairement à la plupart des discussions actuelles sur les questions d'environnement, l'écologie industrielle ne s'aventure pas sur le terrain de l'écologisme politique. Elle ne fait preuve ni de catastrophisme ni de son symétrique inverse. L'optimisme technologique à outrance. Le présent ouvrage a pour but de fournir une introduction succincte, la première en langue française à l'écologie industrielle, telle qu'elle émerge depuis le début des années 90. Il offre également un aperçu sur son arrière-plan historique et ses principaux acteurs. Une sélection bibliographique en fin d'ouvrage indique les principales sources d'informations sur ce domaine susceptibles de renouveler profondément la vision traditionnelle du système industriel. Les notes de bas de page renvoient à des publications plus techniques. Ce dossier pour un débat constitue la version mise à jour d'une étude rédigée par la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme, FPH, sur la base d'une centaine d'interviews effectuées en 93 et 94, principalement aux États-Unis. Je remercie la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme, notamment Maurice Cossandet, Pierre Calam et Gustavo Marin, dont le soutien m'a permis de réaliser cette recherche dans des conditions idéales, ainsi que mon assistante Gisèle Specha pour ses patientes relectures du manuscrit. Je remercie également tous ceux qui m'ont accordé leur temps et ont généreusement partagé leurs connaissances à un moment où les publications sur l'écologie industrielle étaient encore très rares. Oui. Ma reconnaissance s'adresse particulièrement à David Allen, Braden Allenby, Jess Azubel, Robert Ayres, Raymond Côté, John Ehrenfeld, Robert Frosch, Robert Ayre, Raymond Côté, Jos Ehrenfeld, Robert Frosch, Arnold Grubler, Ernie Lowe, David Recheski, Diana Richard, Arthur Grubler, Ernie Lowe, David Recheski, Diana Richard, Walter Stahel, William Stigliani, Arpin Tips, Shihiro Watanabe et enfin Jacques Grunewald pour ses nombreuses suggestions et sa disponibilité sans faille. Genève, février 98. En faisant la pause juste avant, je me suis aussi dit que je pense que le but de ces vidéos d'ASMR en général, c'est aussi de faire le moins de coupures possible. Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans celle-ci, de faire vraiment le moins de cuts possible pour que le rendu soit le plus fidèle possible. Voilà. Je vais faire une autre pause parce que la batterie se vide. Enfin bref, à tout de suite. On va passer au prochain livre, Le Monde sans fin, de Jean-Marc Jancovici et Plein. Alors je sais pas son prénom, désolé. Alors c'est Plein, c'est la personne qui l'a illustré, qui a fait la BD.
si vous connaissez Étretat, mais c'est une super ville. D'ailleurs, je vais continuer en soft spoken. C'est la canicule à Paris. Oh, un article qui dit que Paris et l'Est de la France connaîtront les températures de 50 degrés d'ici 2050. C'est une interview de Jean Jouzel, paléoclimatologue et ex-membre du bureau du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. 2010-2018, ça n'est pas loin, pourtant c'est la première année où on lit un épisode de canicule avec le réchauffement climatique partout dans la presse grand public. 50 degrés en 2050, ça n'arrivera pas d'un coup dans 30 ans. Combien en 2040? Combien en 2030? Combien en 2020? Sachant qu'on y est, à l'époque de la sortie du livre. J'entendais parler du réchauffement climatique depuis longtemps. Je me réfugiais derrière une échéance lointaine. Ça devient réel. Quelques semaines plus tard, il discute avec son frère en disant « Je me sens pas très bien. Ça fait des années que je t'en parle. Écoute les conférences de Jean Covici. Non, tu me les racontes, ça me suffit. Je me plonge dans le travail. Ce western, ça me détend. T'es sûr? Mai ou juin 2019, je ne sais plus. Christophe Blain dit « Je me sens toujours pas très bien. » Et là, son frère répond « Fais un livre avec Jean-Marc Jancovici. » Des dessins sont très marrants parce qu'on le voit se lever et quelques minutes plus tard, il regarde une conférence de Jean-Marc Jancovici, donc je cite Jean-Marc. Soit dit en passant, sans énergie abondante, je suis pas complètement sûr qu'on aurait pu multiplier par 8 les rendements céréaliers entre 45 et 75. 2 heures plus tard, il n'en peut plus. Et très peu de temps plus tard, après les 2 heures, cher monsieur, non, bonjour, monsieur Jancovici, parce que je vous rencontrer afin de vous tourne pas autour du pot. J'ai l'impression que c'est pas le genre de mec mêlé. Salamalek. Le lendemain, et il est d'accord pour me rencontrer. Sympa. Donc là, on parle de Christophe Blain. Nous nous rencontrons un jour de canicule. Je suis en retard. J'ai donné rendez-vous dans un bar qui ressemble à un bordel à tenture de velours rouge, comme je les dessine dans Isaac le pirate. J'ai un peu honte. Bonjour, désolé. C'est le seul endroit calme et climatisé dans le quartier. Le bilan carbone doit pas être terrible, mais on est au frais. Pas de pro. Et Jean Covici lui répond « Pas de problème, je travaillais. » Mais qui est Jean-Marc Jancovici? Je sais un peu maintenant, parce que j'écris le prologue, ce qui signifie que l'album est terminé. On bosse ensemble depuis 2 ans. Alors, c'est un mec qui n'arrête jamais, énergie inépuisable, polytechnicien, avec un regard de vieux cow-boy à qui on ne la fait pas, petit sourire narquois de gamin farceur, mais rire franc de bon vivant généreux, essayiste et sportif de la mort. Militant infatigable, conférencier, vulgarisateur, prof à l'école des mines, il adore faire des blagues et bousculer son auditoire. Exemple, il est un peu assis dedans, il est taquin, et il y a urgence, il faut réveiller les consciences. Il adore commencer
commencer ses phrases par dit autrement. Ça, c'est quand il donne une explication technique complexe qu'il transforme aussitôt en une image parlante et lumineuse. Une sorte de technique de vulgarisation, finalement. Soit dit en passant, ça, c'est... J'ai l'air de faire une petite digression, mais en fait, je vous apprends un truc fondamental. Quand il dit soit dit en passant, c'est ce qu'il fait. Ensuite, je ne suis pas complètement sûr. Ou en fait, c'est une litote qui signifie on va droit dans le mur, les gars. On va droit dans le mur, les gars, c'est génial. D'autres choses égales par ailleurs. Ce qui veut dire, ça j'ai jamais pas compris. Ça j'ai jamais bien compris. C'est aussi le fondateur du Shift Project, think tank, qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Pour le citer, dit autrement, il parle avec les entreprises en disant « Dites-vous donc la sobriété énergétique, ça vous dit rien ?» Il est également cofondateur de Carbone 4, qui est un cabinet de conseil dans la stratégie bas carbone et le changement climatique. Soit, dit autrement, le patron d'une entreprise dit comment je peux faire pour être sobre, s'il vous plaît? Et il répond on va se mettre au boulot. Voilà. D'où viens-tu, Jean-Marc? En 86, je venais de finir mes études et j'ai croisé un acteur qui voulait monter une société de petits films d'entreprise. Pour un polytechnicien, c'était un truc saltimbanque. Je gagnais rien. Les autres allaient dans les grandes boîtes, Arcelor, Renault, la SNCF, EDF, etc. Ça n'a pas marché. Je suis resté dans des domaines voisins avec des ambitions plus ou moins carbonées de succès, en voulant travailler à Hollywood, entre autres. Ensuite, en bossant comme consultant indépendant chez France Télécom au milieu des années 90, je vois passer des études sur le développement du télétravail, du téléenseignement, dans les années 90, à préciser. Bref, l'économie de déplacement et donc de la régulation des gaz à effet de serre, etc. Gaz à effet de serre? C'est quoi ce truc? Peu de gens s'intéressaient à ça à l'époque, dans les années 90. J'ai commencé à me documenter. Il a tiré jusqu'à atteindre une énorme pelote, beaucoup plus grande que lui, qui traite des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique, pour laisser sous-entendre que c'est un énorme sujet, mais qu'il faut beaucoup tirer pour voir l'ampleur en fait. Ce qui est intéressant dans le dessin aussi de cette page 7, où en fait on voit que ce qu'il a tiré est en fait beaucoup plus petit, et une masse beaucoup plus petite que la grosse pelote qui en fait qui montre que c'est un énorme sujet. C'est pour ça que pour moi c'est assez bien dessiné. Je vais refaire une pause parce que l'appareil photo chauffe. Bref, à tout de suite. On continue, je m'excuse d'avance pour le bruit de fond parce que mes frères mettent de la musique et enfin voilà. Je vais essayer de réduire ça en montage. Donc, jusque-là, je n'avais jamais éprouvé un intérêt de fond pour un sujet. Là, j'ai été saisi. Je ne peux plus rien faire d'autre. C'est ça que je veux faire quand je serai grand. Là, le reste a une importance relative. Au début des années 2000, j'ai créé une méthode pour une agence du ministère de l'Environnement qui s'appelle le bilan carbone. Il a donné naissance à la norme mondiale pour compter les émissions de gaz à effet de serre des entreprises. J'ai fait venir des scientifiques de différents domaines, des paléoclimatologues dont Jean
2001 à 2009. En 2007, je fonde Carbone 4 avec un associé. Le bilan carbone, mais alors, c'est dingue. Tu es le détenteur d'un brevet utilisé partout dans le monde. Non, les droits d'exploitation ont été cédés à l'agence du ministère pour laquelle je l'ai fait. Je n'ai pas fait ça pour être rentier. L'essentiel est que ça serve à quelque chose. C'est très beau. C'est la fin du prologue. Tac, voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que la vidéo commence à être longue. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je ferai plus de lecture à l'avenir, je pense, parce que franchement, c'est un truc qui m'intéresse trop. Enfin voilà. Après, il y a aussi d'autres concepts que j'ai en tête, comme du tapping ou même juste du travail de maquette sous vos yeux. Enfin, je sais pas. Ou peut-être du travail sur ordinateur, parce que c'est un truc dans lequel j'ai pas mal de... J'aime beaucoup faire en fait du travail sur ordi. Enfin, de la modélisation. Hein. La modélisation. Donc voilà. À voir. Et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et voilà, dites-moi ce que vous en pensez et